Oui, il y a toujours des limites aux études, évidemment, mais quelle est l'alternative qui ne dispose pas de biais? J'en connais pas. Et donc pour le moment, la méthode scientifique, c'est la méthode la plus fiable. Globalement, ça semble être celle qui fait les meilleures prédictions ou celle qui tente de faire la meilleure description approximative de la réalité. Alors je suis navré, mais tous les biais que tente d'éviter la méthode scientifique sont présents lorsqu'on tente d'établir des connaissances à partir de seulement l'expérience personnelle. C'est une grosse mafia, les études et les publications scientifiques, c'est-à-dire que tu paies à de multiples reprises quelque chose qui a été généralement financé par de l'argent public. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathias Soulol qui est coach sportif et formateur. Alors aujourd'hui, c'est très simple, on va parler de littérature scientifique, c'est-à-dire comment la lire, les pièges dans lesquels ne pas tomber, où aller chercher l'information scientifique et bien d'autres choses encore. Ah, et avant que l'épisode commence, petit rappel sur ce qu'est Entendons. C'est simplement un podcast que tu vas pouvoir retrouver sur différentes plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, même YouTube en format vidéo et qui a pour but au final de te partager des échanges entre experts et expertes dans leur domaine sur des sujets divers et variés gravitant autour de la kiné, mais pas que. Mais sur ce, ne perdons pas une minute et place à l'épisode. Let's go! Et salut Mathias, eh bien écoute, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'Entendons. Écoute, avant qu'on commence cet épisode, je te propose de te présenter un petit peu pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Ça marche. Merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Donc Mathias Soulol, je suis coach à l'heure actuelle, coach sportif et formateur en ligne dans les sciences du sport. Donc je propose des formations autour de la lecture critique d'articles, autour de certains paramètres de l'hypertrophie, etc. Donc formateur et coach, on a les deux casquettes. Trop bien. Oui, si, je suis content de t'avoir aujourd'hui parce que d'une part, je sais que voilà, tu es formateur et sur des sujets qui, je trouve, sont hyper intéressants, notamment même pour les kinés aussi. Donc, je trouve que ça a une valeur très transversale. Et ici, j'aimerais bien entamer cet épisode avec une thématique que je sais que tu apprécies particulièrement. D'ailleurs, je le sais parce que je me suis formé dans une de tes formations il y a quelques années déjà, qui concernait la lecture d'articles scientifiques. Donc, cette fameuse littérature scientifique, la fameuse EBP. On sait aujourd'hui que c'est assez important, on en parle de plus en plus. Mais on ne sait pas toujours comment lire un article. Alors, le but, c'est pas que tu nous fasses une formation sur le sujet. Pour ça, tu en as fait une très bien qui est déjà disponible. Mais est-ce que tu pourrais un peu nous éclairer sur à quoi faire attention, grosso modo, quand on lit une étude scientifique et au final, quels sont les pièges d'interprétation dans lesquels on peut facilement tomber? Parce que je pense que tu seras d'accord avec moi, lire un article, c'est bien, mais le comprendre, c'est mieux. Oui, globalement, ouais, effectivement, c'est mieux. C'est préférable pour éviter de lui faire dire ce Ouais. qu'il ne dit pas. Un article scientifique, c'est difficile de répondre à ta question parce qu'en fait, je ne sais pas si je dois partir sur des statistiques, sur des points méthodaux. Il y a tellement d'aspects. Globalement, quand quelqu'un n'a peut-être pas l'habitude de lire des articles scientifiques, j'aurais tendance à lui recommander de passer un tout petit peu plus de temps sur la partie méthode que sur la partie résultat. Donc, je le rappelle pour ceux et celles qui ne le savent pas, un article scientifique, c'est généralement composé de plusieurs parties que l'on rassemble sous l'acronyme IMRED. Donc, c'est IMR, un petit E et D. Pourquoi on le définit comme ça? Parce que c'est I pour introduction, c'est la partie qui introduit le sujet, qui pose les hypothèses et qui pose le cadre qui permet de rationaliser les hypothèses et qui permet de les formuler en théorie. De quoi on part? En fait, ce sont d'une certaine façon, si on faisait le parallèle avec les argumentaires, ce sont nos prémices, tout simplement. Ensuite, on a M pour la méthode. Là, c'est la description la plus fidèle possible, la plus transparente possible, la plus exhaustive possible des méthodes que l'on emploie. R pour les résultats, affichage statistique, graphique, pas forcément le plus facile à lire quand on n'est pas formé sur le sujet. Et puis ensuite, on a D pour la discussion-conclusion. Donc le IMRED, j'aurais tendance à dire que la partie la plus importante, la plupart du temps, c'est quand même la méthode. C'est-à-dire se poser la question de comment on a obtenu les informations. Et dans cette mesure, est-ce que la proposition expérimentale se situe à un niveau le plus fiable possible ou à un niveau de méthode le plus élevé possible et qui corresponde à la question que l'on pose à l'initiale. Donc dans cette partie méthode, il y a plein de choses à regarder. Il y a
si jamais on souhaite investiguer les bénéfices et ou les effets délétères d'un produit, d'une méthode, de ce que tu veux, là, le design, la conception méthodologique la plus appropriée pour ça, c'est souvent laisser contrôler Mhm. randomiser. Et donc, dans cette mesure, ce que je regarde à l'intérieur, ça va pas être la même chose que si la question de recherche avait été différente ou que si la conception méthodologique avait été différente. Pour des essais contrôlés randomisés, c'est important de regarder les principaux biais méthodologiques qui existent dans la littérature et qui sont décrits et dont on connaît les conséquences la plupart du temps. Donc ça peut être une absence de randomisation, par exemple, donc c'est-à-dire d'attribution aléatoire dans une condition ou une autre, ou un groupe ou un autre. Ça dépend de la manière dont je mets en place cet essai contrôlé, Mhm. randomisé. Euh, Ça peut être vérifié qu'on soit dans des conditions aveugles, simple aveugle, double aveugle, triple aveugle, etc. On peut aller jusqu'à ce que tu veux, parce qu'en fait, en fonction du nombre d'individus qui participent à l'étude, on peut plus ou moins placer toutes les conditions en aveugle si on a envie de le mettre. Euh, Si je dis pas de bêtises, tu es kiné Kiné, ouais. ostéopathe. Kiné du sport, ouais, Ouais. ouais. Mais Kiné, ok, d'accord, ça marche. Et donc, ben, dans nos champs respectifs, c'est dur d'avoir des conditions d'aveugle de la part des participants, des participantes, et des chercheurs, chercheuses, c'est-à-dire des gens qui mènent l'enquête, qui sont responsables de mhm. l'enquête scientifique. Donc souvent, comme on ne peut pas avoir ces conditions-là, que l'on qualifiera de simple et double aveugle, on tente de mettre en aveugle d'autres parties au sein de cette étude ou au sein de ce protocole. Ça peut être le statisticien, la statisticienne, ça peut être, euh, comment on appelle ça? Mince. L'assesseur ou Ouais. l'assesseuse, voilà, donc c'est-à-dire la personne qui fait les Ouais. mesures. Ça peut être la personne qui analyse les mesures une fois qu'elles ont été Mhm. faites. Voilà, tu vois, ça peut être plein de monde au sein du protocole qui peuvent être mis dans des conditions dites aveugles. Donc ça, on sait que ça a un rôle à jouer ça a un rôle à jouer dans les résultats. Par exemple, une absence de randomisation ou une absence de mise en aveugle, notamment de l'assesseur-assesseuse, ça peut avoir pour conséquence d'augmenter artificiellement la magnitude d'effet. On en Ouais. discutera de ces termes juste Ouais. après si tu veux, mais il y a à les définir probablement, mais ça augmente la probabilité que cette taille d'effet, cette magnitude d'effet soit Ok. importante. Donc, on biaise les interprétations comme ça. Donc moi, quand j'ai quelqu'un qui me dit j'aimerais savoir lire une étude, par quoi je commence, j'ai toujours tendance à lui conseiller de commencer par apprendre la méthode. Ouais. C'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qu'on met en termes de conception pour aboutir à des résultats. Les résultats eux-mêmes, ils sont dépendants de la méthode, et donc il faut que tu saches si c'est adapté ou pas à la question de recherche, Ouais. s'il y a un intérêt particulier à mettre en aveugle, pas mettre en aveugle, la plupart du temps, il y a souvent un intérêt à le faire. Euh, Mhm. Tu Ouais. vois, c'est ce genre de choses. Donc, il n'y a pas des points précis, mais j'aurais tendance à dire que quelqu'un qui veut s'intéresser à la littérature a un intérêt très particulier, ou aurait un intérêt très particulier, à s'intéresser à la manière dont on produit des connaissances du point de vue Ouais, c'est ça. méthodologique. Ouais, bah, c'est vrai qu'au final, c'est un peu la base, mais c'est vrai que comme tu disais, c'est difficile hein, parce que cette notion d'aveugle, etc., parce qu'il y a d'office, quand tu proposes un traitement, c'est très difficile que le patient, par exemple, à qui tu le proposes, soit vraiment aveugle, parce qu'il y a les facteurs contextuels, etc., qui viennent influencer tout ça. Et on sait à quel Mm, point ça impacte les résultats au final. Et donc, ouais. et tu parlais de biais, et ça, je trouve ça intéressant, parce qu'il y a souvent, et je lis de plus en plus des arguments de personnes qui disent oui, mais en fait, les études scientifiques, c'est pas fiable parce que c'est trop biaisé. Toutes les études, Ouais. je vais un petit peu exagérer les propos, mais et encore, parfois, c'est vraiment dit comme ça. Toutes les études sont biaisées, donc voilà, moi, je ne crois pas trop aux études. De toute façon, elles mettent 15 ans à se mettre en pratique après sur terrain. Tu vois, il y a un peu ce... Ouais, mais c'est vraiment des trucs, je trouve... Enfin, je sais pas si toi, tu as déjà lu ça, mais en tout cas, moi, je l'ai déjà vu passer sur Instagram, etc., dans des Mm. longs débats, des longs débats qui rejoint d'ailleurs un petit peu la deuxième thématique que j'aimerais bien aborder avec toi, d'ailleurs, qui est un peu cette dualité entre la pratique de terrain et la pratique basée sur les preuves, qui au final normalement Mm. doit tenir compte aussi du terrain. Enfin bon, ça on va en reparler. Mais donc ma première question ici pour être clair, ce serait mais ok, est-ce que partant du postulat que toutes les études ont un biais, est-ce que c'est un argument suffisant pour les réfuter ou en tout cas pour dire bah non en fait c'est pas fiable. Enfin toi quel est ton avis là-dessus?
mon avis là-dessus, c'est que il faut toujours savoir à quoi on compare. C'est-à-dire que, oui, il y a toujours des limites aux études, Mhm. évidemment, mais quelle est l'alternative qui ne dispose pas de biais? J'en connais pas, en fait. À ma Ouais. connaissance, il n'y en a pas. Donc, si jamais vous en avez une dans les commentaires, on n'hésite pas à la partager, mais jusque-là, j'en ai pas. Et donc, pour le moment, la méthode scientifique, c'est la méthode la plus fiable, parce qu'un certain nombre de garde-fous tentent de faire en sorte qu'elle s'autocorrige, qu'elle soit plus ou moins réplicable dans le temps, etc. Bon, il y a plein de biais là-dessus aussi. Il y a une grosse discussion à avoir sur les sciences et sur leur manière de produire des connaissances, mais globalement, ça semble être celle qui fait les meilleures prédictions ou celle qui tente de faire la meilleure description approximative de la réalité. Et donc, dans cette mesure, oui, elle est biaisée, oui, elle a des limites, mais si je ne récupère ou je ne la compare qu'à l'expérience personnelle comme méthode de production des connaissances, alors je suis navré, mais tous les biais que tente d'éviter la méthode scientifique sont présents Mhm. lorsqu'on tente d'établir des connaissances à partir de seulement l'expérience personnelle. Ouais. Donc, la réponse que j'ai tendance à donner, c'est que ça n'est pas un argument valide que de mettre en avant les biais au sein des études ou les limites et de les rejeter de manière catégorique. La plupart du temps, bon, je ne crois pas que les gens les rejettent de manière Mhm. catégorique. Ils auront tendance à leur accorder un crédit moindre. Ouais. La plupart du temps, si et seulement si ça vient s'opposer à un point de vue dont ils Ouais. disposent déjà sur tel ou tel sujet. Mais quand il s'agit d'utiliser les études pour valider leur point de vue a priori, il n'y a plus trop de biais qui rentrent en jeu cette fois-ci, alors qu'il y en avait très certainement, comme n'importe quelle production Ouais. scientifique. Ouais. Donc ma réponse c'est Ouais. ça, c'est est-ce que vous êtes bien sûr que l'alternative que vous proposez aux études ne dispose pas elle aussi de biais qui sont carrément plus importants et vachement moins contrôlés, Mhm. contrôlables que ceux qui sont présents dans les Ouais. études. Et la réponse à ça, c'est souvent oui, malheureusement, la méthode que j'utilise, elle est pas, je peux pas me permettre de faire d'avoir le même niveau de certitude pour une même Mhm. question, une même problématique, à partir de l'expérience personnelle, en comparaison de la production scientifique en termes de Ok. connaissances. Et, et toi, du coup, en tant que coach, comment est-ce que tu implémentes cette littérature scientifique? C'est-à-dire, quel est ton process, enfin, s'il y a un process, hein, mais de réflexion? Parce qu'on sait qu'on doit inclure ces études scientifiques sur terrain, mais à la fois, enfin, dans notre pratique, je veux dire, mais à la fois, on sait aussi que des protocoles tout faits, ça fonctionne sans fonctionner, c'est-à-dire que l'individu reste l'individu, et donc il y a cette espèce de d'individualisation à avoir. Et ça, je pense que Mm. c'est, je sais même pas si on va arriver vraiment à répondre de façon sûre aujourd'hui, mais enfin, ce serait très prétentieux, je pense. Mais en tout cas, comment Mm. espérer joindre tout ça? Parce que je pense qu'on est d'accord pour dire que le terrain est important, mais que la littérature l'est tout autant, et donc voire plus, parce qu'il y a toujours cette pyramide aussi de dire ah les preuves basées sur l'avis des experts est plutôt en bas, et enfin plutôt en haut du coup, parce que c'est moins valide, on va dire, que les grosses revues systématiques, tu vois. Et comment, toi, tu intègres tout ça en pratique, en fait, ce micmac un peu de BP? Le micmac EBP, j'ai tendance à le voir avec de la même manière qu'une publication de Haynes et de ses collaborateurs qui était en 2002, qui essayait d'intégrer ce qu'on appelle l'expertise clinique comme étant le centre, l'épicentre de l'EBP, dans le sens où c'était la position en tant qu'individu, c'est-à-dire en tant qu'expert, hein, je me mets pas dans la case Mhm. expert, Oui, mais euh, en tant que coach, en théorie, je suis un tout petit peu plus expert que les gens bien que je sûr. coach. Donc, je me mets dans cette catégorie-là juste de manière éphémère. Et à partir de là, je vais essayer, avec mon expertise, avec mes connaissances, avec mes expériences, avec mes outils, de faire dialoguer trois pôles. Ces trois pôles, c'est de la littérature scientifique, et donc de l'acquisition de connaissances par le biais et par la procédure scientifique. Euh, le deuxième pôle, ce sont les valeurs, les préférences des clients, des clientes, des patients, des patientes, selon que l'on soit professionnel de santé Mhm. ou non.
Et puis le troisième pôle, c'est le contexte, l'environnement. Parce qu'il est toujours présent, parce que je ne peux pas fermer les yeux dessus, et parce que je sais que je ne pourrai pas contrôler toutes les variables, en tout cas pas toutes les variables qui ont été proposées au sein de la littérature scientifique. Il faut bien comprendre que la littérature scientifique, quand elle propose un protocole, comme tu dis, un petit peu quelque chose de pré-mâché, de préfet, tu vois, il est très standardisé, mais parce qu'il souhaite correspondre à des normes de qualité et de reproductibilité ou de réplication. On a envie d'être transparent pour ses collègues, c'est-à-dire chercheurs, chercheuses, qui tenteront par la suite de répliquer nos résultats. Et en fait, il y a tellement d'hypothèses alternatives, d'hypothèses auxiliaires. Tu vois, par exemple, si j'investigue la relation entre le volume d'entraînement et l'hypertrophie, bah, typiquement, je peux moduler de manière quasiment infinie l'intensité que je vais Ouais. employer. Parce que le volume d'entraînement ne dépend qu'en partie de l'intensité, mais je pourrais aboutir au même volume d'entraînement, quelle que soit l'intensité, c'est-à-dire quelle que soit la charge, typiquement en musculation, que j'emploie, tu Mhm. vois. Donc la question c'est, oui, mais le protocole, ils ont utilisé 70% de 1RM, Mhm. Ouais. tu vois. Ah, et qu'est-ce que ça ferait si on utilisait 75%? Et qu'est-ce que ça fait si on utilise 71% et pas 70%? Ouais. Bon, tu vois, en fait, des hypothèses dites auxiliaires, des hypothèses alternatives, il y en a tellement que lorsque je suis coach, je ne peux pas me permettre de partir du principe que toutes ces hypothèses auxiliaires conduiront à des résultats très très différents de ce qui a été proposé au sein de la littérature scientifique. Mhm. C'est pas très raisonnable comme inférence, c'est pas très raisonnable comme point de vue. Mhm. Comme disait, c'est un copain, Vassilis, qui a tendance à dire on va pas tester toutes les hypothèses. Parce que imaginons que je mette en place un protocole d'entraînement ou de nutrition, et si quelqu'un débarque en disant oui, mais vous n'avez pas testé avec des caleçons roses, peut-être qu'il portait des caleçons noirs, bleus, gris, mais peut-être qu'il y a des caleçons roses ou verts, ça ne devrait pas donner les mêmes résultats. Bon, on sent bien le Ouais. ridicule de ce type Mhm. d'hypothèse, tu vois. Donc en fait, quand on teste des hypothèses, il faut forcément qu'elles soient proches de la question de recherche à l'initiale. Si elles sont complètement opposées et qu'on n'a aucune raison de penser qu'il y a un lien, on ne le fait pas. Mhm. Et donc pour reprendre mon cours, lorsque j'ai mon expertise en plein milieu, selon Haynes et ses collaborateurs en 2022, je tente de faire en sorte que, face à un individu unique, Ouais. je fasse dialoguer les trois pôles. Dialoguer les trois pôles, ça veut dire quoi? Ça veut dire être conscient, consciente de quel est l'état des connaissances sur le sujet. Ouais. Du mieux que je peux. Je vais très certainement louper des informations, comme beaucoup, parce qu'il y a tellement d'informations que je ne peux pas toutes les gérer en même temps, mais je vais quand même faire l'effort d'eux. Et puis d'autre part, quel est le contexte? Quel est l'environnement dans lequel se situe mon client, ma cliente, mon patient, ma patiente? Et puis d'autre part, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses Mhm. préférences? Est-ce qu'il m'a donné son accord? Est-ce que j'ai son consentement? Éthiquement, où je me situe? Mhm. Tu vois? Et donc en fait, en tant que coach, j'ai pas d'intérêt particulier à rejeter la littérature scientifique. Le processus, il est pas simple, mais enfin, il est, il est simple Ouais. sur le papier à mettre en place. Quand on y est, c'est toujours beaucoup plus Mhm. compliqué. Mais un processus dit EBP, il ne force la main à personne vis-à-vis de l'utilisation de la littérature scientifique. Il recommande très largement de l'employer parce que il semblerait que du point de vue éthique et du point de vue des connaissances, ça soit particulièrement dommageable pour l'individu duquel on s'occupe de ne pas tenir compte des interventions qui disposent des plus hautes probabilités de bénéfices lorsqu'on a étudié une population plus Ouais. générale. Donc c'est un peu ça le Ok. process, tu vois. Euh, et lorsque le plus compliqué, c'est lorsqu'il y a avis divergent, tu vois. C'est-à-dire lorsque, d'expérience personnelle, j'aurais tendance à tirer une conclusion Mhm. et que, au sein de la littérature scientifique, les conclusions ont tendance à ne pas aller dans le sens de mes intuitions, ne pas aller dans le sens de mes observations répétées à partir d'une multitude de clients, clientes, patients, Ouais. patientes. Donc c'est ces situations-là qui sont plus Bah ouais, c'est délicates. c'est ça qui amène souvent au débat en fait, hein. C'est quand il y a cette espèce de Mm. conflit qui peut être vexant en fait. Si tu fais, je sais pas moi, j'invente un exercice depuis 10 ans et qu'en fait pour développer ton fessier et qu'en fait on te prouve par A plus B avec la littérature que bon, l'exemple est un peu éclaté, mais c'est pour l'exemple qu'on te prouve par A plus B qu'en fait cet exercice n'était pas le meilleur. Bah en fait c'est vexant et je pense qu'il faut pas mal d'humilité pour se dire ok.
bah en fait, j'ai peut-être pas non plus la science infuse. Et c'est vrai que toi, au final, qu'est-ce que tu penses aussi de l'affirmation? Ça m'intéresse de savoir que cette littérature, elle met, j'ai déjà vu passer 10 à 15 ans. Alors, je ne sais pas sur quoi ça se base, j'ai pas d'article pour le montrer, mais comme quoi elle mettrait 10 à 15 ans avant de se traduire en pratique. Je ne sais pas si c'est hyper clair la façon dont je le dis. Euh, Tu Ouais, vois, ouais, donc ouais. par exemple, Mm. enfin que, non, pardon, que le terrain mettrait 10 à 15 ans à être prouvé après en littérature scientifique. Et donc, qu'il y aurait un peu cette espèce d'effet avant-gardiste. C'est aussi quelque chose qui est parfois avancé par ceux qui prônent beaucoup, beaucoup, beaucoup le terrain, de dire, oui, mais vous verrez, ce que je fais aujourd'hui, dans 10 ans, tout le monde fera la même chose, ce sera prouvé, etc. Mm. Telle méthode, c'était avant d'être mis en étude, c'était fait, etc. Et il y a aussi cet argument. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a même quelque chose à penser à propos de ça? Mais ça m'intéresse d'avoir un petit peu ton avis sur ça. Bah, il est assez simple, j'en pense que ça ressemble beaucoup à un biais du survivant. Ouais. C'est-à-dire, pour 10 affirmations faites par le terrain, il y en a peut-être une ou deux qui vont sortir et qui vont être validées, entre guillemets validées. C'est-à-dire qu'on aura pu potentiellement établir une relation causale entre cette intervention et une variable d'intérêt. Mhm. Il y en a 2 sur les 10, Ouais. tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est pas très... tu as employé le terme d'humilité, c'est pas très Ouais. humble de la part des individus ou qui font ce type d'affirmation, de dire que dans 10 ou 15 ans, l'ensemble des informations issues du terrain, l'ensemble des méthodes employées par le terrain seront montrées, démontrées comme efficaces ou valides ou ce que Ouais. tu veux. Non, c'est pas nécessairement le cas. Il faudrait faire une forme de liste exhaustive de qu'est-ce qui a été proposé, qu'est-ce qui n'est pas proposé. Essayer de voir si aussi on n'est pas un peu en train d'arranger les définitions et les méthodes pour que ça colle à ce qu'on vient de montrer scientifiquement à l'heure actuelle, alors que quand tu retournes aux origines, non, ça collait pas spécialement à la définition initiale. C'est encore quelque chose de différent, pour des raisons plus ou moins valides, mais ça peut être Mhm. différent. Euh, J'en pense rien en particulier. Je pense que ce chiffre de 10-15 ans, il sort d'un peu Ouais. de nulle part. C'est une affirmation comme ça à la volée donnée par Mhm. bah, très certainement un prépa physique relativement connu ou Ouais. qu'importe, on s'en fiche. Ok. Mais, euh, C'est ça. mais je pense que ça sort de Ok. nulle part. Et je pense surtout que c'est fondé sur de la... Alors ça peut être fondé sur plein de choses. Soit c'est fondé sur juste un pari. C'est-à-dire j'ai observé que certaines méthodes que j'avais pu proposer avaient pu être validées par la suite. Sauf que force est de constater que ce monsieur en a proposé plus d'une centaine et qu'il y en a que 10 qui ont été validés, donc une sur Ouais. 10, très bien, mais ça s'appelle de la chance à un moment, tu vois. Ouais. Tu es loin d'avoir fait l'unanimité dans tes Ouais. prédictions, apparemment. Euh, Ça, c'est d'une part, et puis d'autre part, faudrait voir aussi qu'est-ce qui est validé scientifiquement. Parce que c'est ça le problème, c'est que parfois on fait une affirmation sur une méthode de terrain. Il se trouve qu'il y a une étude qui vient d'investiguer la question, et les résultats sont plutôt positifs, c'est-à-dire qu'ils sont cohérents avec les observations et la mise en place de cette méthode sur le terrain. Mais s'il n'y a qu'une seule étude, alors à titre personnel, j'en ferai pas grand-chose. Parce qu'on connaît le monde scientifique et qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle de biais de publication, c'est-à-dire que les résultats positifs ont tendance à sortir bien avant les résultats dits négatifs, c'est-à-dire avec des p-values qui sont inférieurs à 0,05. Je Ouais. pourrais définir le terme après si tu veux. Et, euh, et donc ça revient un petit peu à faire du cherry picking, tu vois, c'est-à-dire la cueillette de cerises, à sélectionner les publications scientifiques qui ont tendance à valider mon point de vue a priori, et à fermer les yeux sur celles potentiellement qui, par la suite, ou qui, à l'heure actuelle, échouent à mettre en avant un bénéfice, un quelconque bénéfice Mhm. de la part de l'intervention. Donc il faut voir aussi si ça sort pas. J'ai tendance à voir sur les réseaux sociaux, par exemple, des préparateurs physiques francophones vachement Ouais. connus qui utilisent la science comme si c'était un supermarché, quoi. C'est-à-dire, on est dans les rayons et on sélectionne ce qu'on a envie de cuisiner. Mhm. Bah, ils font la même chose, ils ont des affirmations, des points de vue a priori, ils sélectionnent les publications scientifiques qui vont dans leur sens et ils ferment complètement les yeux sur des résultats plus généraux, sur une littérature scientifique plus large. Ils ferment les yeux sur le fait que ça soit pas forcément cohérent avec d'autres jeux de données qui sont aussi valides Mhm. que ceux qu'il a pu utiliser. Ouais. Tu vois, donc Ouais. ouais, je me méfie de ce type d'affirmation. Je pense que ça n'a pas beaucoup de sens d'essayer de le réclamer de cette Ouais. manière. Ouais, je suis d'accord.
Quand bien même il y aurait la moitié des méthodes qui auraient été validées scientifiquement, bah, c'est une chance sur deux les enfants. Donc en fait, Ça reste pas incroyable. ouais, c'est pas très satisfaisant non plus, tu vois. Donc autant lancer un dé ou une pièce et Mhm. on verra bien sur quoi on Ok, tombe. Donc non, je sais pas, il faut, c'est pas une opposition, il faut utiliser l'un et l'autre ouais, ok. et voir un petit peu qu'est-ce qui est valide, qu'est-ce qui est pas valide et dans quelle mesure on a des niveaux de certitude élevés quant aux méthodes que l'on Ouais, emploie. ouais, non, mais je suis d'accord avec toi et c'est vrai que c'est pas facile, hein, cette incertitude dans la littérature, je trouve, parce qu'au final, en tout cas, si je parle dans mon champ d'action qui est la kiné, bah, en Mhm. fait, quand tu vas vraiment chercher, ben, il n'y a pas grand-chose qui semble vraiment se démarquer d'autre chose, tu vois. Et ça, je trouve ça Mhm. hyper déstabilisant parce qu'en fait, tu vois une étude, tu te fais ah ouais, mais ça c'est incroyable. En fait, quand tu vas chercher un petit peu plus, tu te rends compte qu'il y a pas mal de biais, etc. Et que du coup, c'est pas spécialement mieux que quelque chose d'autre. Et ça, je trouve que c'est souvent une confusion. Euh, on, on a tendance à mettre en avant quelque chose, mais en fait, ce quelque chose, il est pas, il a été montré comme efficace, mais pas plus efficace qu'autre chose. Et donc, en fait, en tout cas en kiné, il y a beaucoup ça. Et donc, je pense que c'est important aussi de se rendre compte que il y a beaucoup de chemins pour arriver au même but, en tout cas en kiné. Je ne sais pas comment ça se passe plus du côté hypertrophie, etc., coaching. Enfin, voilà, j'aime bien tout ça, mais je m'intéresse plus forcément à la littérature portant sur la kiné pure. Mais donc, ça, c'est vrai que gérer cette incertitude, je trouve que c'est hyper compliqué. Et ça m'amène à un peu cette troisième question que je voulais aborder avec toi. On a parlé pas mal des astuces que tu pouvais nous donner concernant l'analyse d'articles scientifiques. En tout cas, tu as essayé de nous peindre un petit peu quelques conseils qui sont, je pense, hyper pertinents. Un des freins, quand on lit une étude, c'est souvent qu'on n'y comprend pas grand-chose. Enfin, tu vois, on lit le truc et après, ça va jusqu'à la partie méthode, résultat. Résultat, on voit des termes, p-valeur, validité externe, validité Mhm. écologique, taille d'effet. Je trouve que c'est des termes assez obscurs. Et moi, personnellement, quand j'ai commencé à lire la littérature scientifique, que ce soit pour mon mémoire à l'époque, etc., je comprenais rien. Et parfois, Mhm. j'essayais de me renseigner sur le sujet et je comprenais encore moins après. Donc, parce que je trouvais que les explications fournies étaient dans des termes encore plus complexes. Et du coup, je profite de t'avoir avec nous pour savoir si éventuellement tu pourrais nous déblayer. Alors, je sais que des termes, il y en a plein. On va pas pouvoir faire toute la liste maintenant, c'est Mhm. sûr. Et je le rappelle, tu as fait une formation sur le sujet, enfin en tout cas sur tout ce qui est cette lecture d'articles scientifiques que je peux vraiment que recommander. Donc à la limite, on mettra un lien ou quoi. Enfin, on verra après le podcast, ça Ouais. va. Mais est-ce que tu pourrais voilà, un petit peu déblayer le terrain au niveau de ces termes en les expliquant peut-être juste simplement, peut-être pas, ça sera peut-être pas exhaustif du coup vu que c'est de façon très simple, mais juste pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Ouais, bien sûr. Bon, on va essayer de démarrer par les termes les plus classiques, à savoir qu'est-ce que la validité interne, qu'est-ce que la validité Mhm. externe et qu'est-ce que la validité Ouais. écologique. Validité interne, c'est le rapport de causalité ou la tentative de rapport de causalité entre une variable dépendante et indépendante. Donc je viens de rajouter des Voilà, c'est termes exactement les compliqués trucs où je qui comprends parlent plus pas. après, tu Tu vois. vois. Exactement. Donc une variable dépendante, pour faire simple, c'est ta variable d'intérêt. Typiquement, ça peut être un score de Québec pour de la douleur. Ok. Ça peut être des fonctions musculaires motrices, des fonctions motrices. Ça peut être l'hypertrophie, c'est-à-dire de l'épaisseur musculaire, des tailles de section. Ça peut être la force maximale. Ok. C'est ta variable primaire, secondaire, c'est la variable que tu souhaites Mhm. investiguer. Tu veux savoir si ça a un effet sur cette variable-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une variable dépendante. Pourquoi dépendante? Parce que je la rends dépendante d'autres variables ou de la modulation de mon protocole expérimental ou des variables qui composent mon expérience. Les variables que je cherche à modifier, moduler, ce sont des variables dites indépendantes. Ok. Elles, je peux les faire bouger. Ok. C'est-à-dire que si j'ai pas envie d'avoir 70% de 1RM mais que j'ai envie d'avoir 85% de 1RM, je peux le moduler. C'est une variable indépendante qui est l'intensité de l'exercice liée à la musculation. Donc c'est-à-dire la quantité d'effort que je fournis. Euh, la magnitude d'effort. Donc je peux aussi moduler le volume d'entraînement, je peux moduler les temps de récupération, je peux moduler. Ouais. Bref, tu auras compris, il y a un ensemble de variables dites indépendantes que je peux m'amuser
à faire bouger. Donc comme ma question de recherche, c'est à la base d'établir des hypothèses de relation, plus ou moins causales, entre ces variables indépendantes et la variable dépendante, eh bien, plus je mettrai en place de procédures qui me garantissent la relation de causalité, plus j'ai une validité interne qui est élevée. Donc quand on parle de validité interne, on est en train de parler de cette relation de causalité entre une variable dépendante, une variable d'intérêt, et des variables indépendantes que je suis en train de faire bouger au sein d'un protocole, que je suis en train de moduler. Donc une validité interne, c'est, entre guillemets, l'évaluation ou la qualification, quantification de la qualité de ma procédure expérimentale. Et plus il y a de qualité introduite, c'est-à-dire moins il y a de biais d'une certaine façon, plus ma validité interne augmente et plus j'ai tendance à dire que le rapport causal entre variable indépendante et variable dépendante est réel. Voilà. Donc c'est ça une variable, une validité interne. La validité externe, elle concerne d'autres paramètres. Elle concerne l'application ou la généralisation des résultats à une population plus ou moins large. Je ne peux pas investiguer les 7 milliards d'êtres humains ou 7 ou 8 milliards d'êtres humains à l'heure actuelle sur la planète. Et quand on sera 11 milliards, ça risque d'être encore plus compliqué. Non, j'en rigole, mais ce que ça signifie, c'est que je ne peux jamais me permettre d'avoir une taille d'échantillon totale pour chacune des procédures expérimentales ou chacune des hypothèses que je souhaite fixer. Donc dans cette mesure, je ne récolte jamais qu'un échantillon de cette population. J'espère qu'il sera représentatif, mais pour ça, j'en ai jamais la certitude, donc j'utilise d'autres outils d'incertitude autour de mes estimations. Et une validité externe, elle correspond uniquement à cette généralisation. C'est-à-dire que si j'investigue une population en situation d'obésité, peut-être que les résultats sur cette population pourraient ne pas être les mêmes sur une population aux caractéristiques anthropomorphiques, anthropométriques ou d'indices de masse corporelle, etc., ou de caractéristiques physiologiques différentes. Ces résultats pourraient ne pas être les mêmes. Une population, si je fais faire un protocole de musculation sur je suppose des patients ou des patientes atteintes de troubles dits neuro, il n'est pas impossible que mon protocole ne soit, ou que les conséquences de ce protocole ne soient pas du tout de la même magnitude ou de la même nature que sur une population dite, entre guillemets, saine. Tu vois. Donc en fait, cette validité externe, elle vient caractériser le fait que mes résultats soient plus ou moins applicables, plus ou moins généralisables à différents types de populations. Souvent dans la musculation, le reproche que l'on se voit faire, c'est que une grande partie, et c'est vrai, une très grande partie de la littérature scientifique concerne des individus novices. Ça n'est pas faux, c'est tout à fait vrai, mais du coup, c'est souvent un argument dont on se sert pour rejeter les études en disant « Oui, mais nous, on n'est pas novices. On est entraîné, ça fait des années qu'on s'entraîne, ça fait des années qu'on teste des trucs. Vous ne pouvez pas appliquer les résultats que vous venez d'observer chez les novices à notre cas perso. » Donc typiquement, c'est un argument de validité externe qui est très souvent employé. C'est pas un excellent argument, c'est pas un mauvais argument, mais c'est pas un excellent argument pour tout simplement parce que de la littérature scientifique sur des individus entraînés, on en a. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que la direction de l'effet, elle est souvent identique. Mais elle est de magnitude différente. Donc je pourrais très bien disposer d'une étude chez des novices ou d'un ensemble d'études chez des novices et accepter artificiellement, dans ma tête, de réduire les résultats ou de réduire les attentes que j'ai vis-à-vis de ces résultats. Par contre, la direction de l'effet, elle est très certainement identique. C'est-à-dire que si je propose un protocole à X séries par groupe musculaire par semaine chez des débutants, que ça, entre guillemets, fonctionne chez eux, bah, je vais me retrouver très certainement avec des résultats qui vont dans la même direction. On ne va pas soudainement observer chez des individus entraînés une diminution de la masse musculaire ou une diminution de la force maximale à cause de ce protocole. Il y a de fortes chances que soit c'est un statu quo, c'est rare, ou entre guillemets rare, ou alors c'est positif, mais pas du tout dans la même amplitude que chez les débutants. Donc tu vois, donc ça c'est une question de validité dite externe. La validité écologique, c'est encore autre chose. C'est un sous-groupe de validité externe. C'est essentiellement à quel point les conditions expérimentales se rapprochent de la, entre guillemets, vie réelle. C'est intéressant ça. Voilà.
Donc c'est une haute validité écologique signifie essentiellement que l'on a imposé peu de contraintes aux individus et que donc on a cherché à contrôler moins de variables. C'est pas toujours Ah une ouais, bonne idée, hein, parce que pour établir une relation causale, ben en fait tu te retrouves avec des variables de confusion, c'est-à-dire des facteurs qui peuvent influencer les résultats que tu n'as pas contrôlés. Et donc tu ne sais pas, en tout cas tu as un niveau de certitude qui est moindre par rapport à des études qui auraient vraiment contrôlé beaucoup de paramètres, qui sont moins réalistes, moins proches du terrain, mais qui sont suffisamment capables d'isoler ou de faire une relation causale ouais, euh, plus importante, tu vois, ou des degrés de certitude peut-être plus ouais. importants. Donc typiquement, tu tombes sur une étude qui, je sais pas, fait entraîner les individus pour de l'hypertrophie ou de la force maximale. Ils font entraîner les individus dans leur propre salle. Ouais. Bon, entraînez-vous là où vous avez l'habitude de vous entraîner, respectez à peu près les consignes qu'on vous a données, vous notez ça sur un calepin et vous nous rapporterez ce que vous avez fait en salle de musculation. Typiquement, c'est un protocole Ouais. écologique, sauf que ben, t'as pas la garantie qu'ils ont fait exactement Bah ouais. le protocole que tu avais en tête, et donc ils ont respecté les consignes, et donc dans cette mesure, qu'il y a une relation causale entre les variables indépendantes, c'est-à-dire le programme d'entraînement, hein, Mm. typiquement, et une variable dépendante qui peut être l'hypertrophie ou la Ok. force. Donc, ouais, Donc, écologique, j'entends, mais ouais. ça ne veut pas forcément dire que c'est mieux. En fait, ça dépend qu'est-ce qu'on cherche à faire. Si on cherche à établir une relation causale entre variables dépendantes et indépendantes, standardisé, Ouais, c'est donc mieux. en fait, quand tu gagnes d'un côté, tu perds un peu de l'autre, quoi, j'ai l'impression. Tu vois, Oui, il oui, faut en fait ouais, ouais, c'est souvent le cas. cet équilibre entre les deux. Et c'est hyper intéressant parce qu'au final, on retrouve pas mal ça. Enfin, en fait, tu vas me dire, les études sont construites de la même façon, que ce soit pour l'hypertrophie ou pour la kiné, quand on recherche l'effet d'un traitement, souvent. Mais du coup, je retrouve, quand tu dis ça, je retrouve pas mal ça aussi, pour faire le parallèle avec les études portant plus sur l'effet d'un traitement, etc. C'est vraiment la même chose, en fait. Par exemple, on va souvent, les études sur le tendon, par exemple, sont souvent faites sur des tendons sains. Et en prêt, on en Hmm. fait une extrapolation pour le tendon pathologique. Alors qu'on sait que les tissus sains et les tissus pathologiques ou dégénérés ne réagissent potentiellement pas de la même façon. Et donc, en fait, à ce moment-là, on pourrait dire que c'est un problème de validité externe, Ouais, oui, possiblement. oui, Ouais. exact. Ouais, 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 c'est Ouais. probablement le Alors, pas cas, pour ouais. tout, hein, mais c'est pour C'est donner un probablement le cas. parallèle direct. Ouais, ouais. Et Hmm. il y a la même chose Ouais. avec les disques intervertébraux, etc. On retrouve pas Hmm. mal ça. Un disque malade, entre guillemets, ne réagit biomécaniquement même pas de la même façon qu'un disque sain, a priori. Et pourtant, on en fait des extrapolations. Et parce qu'au final, je pense que Hmm. éthiquement, c'est plus simple de faire des études sur des sujets sains que des sujets malades où on va leur dire ah ouais, mais vous avez mal, mais venez, on va vous faire encore des trucs, on va Ouais. tester encore. Et ça, c'est Ouais. hyper intéressant Ouais. ouais, comme remarque, je trouve. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais rebondir un petit peu dessus. Euh, Non, super. ah ouais, Je peux vas-y. continuer Ah à ouais, définir avec certains grand termes si tu plaisir. veux. Franchement, c'est hyper intéressant. Ok. Ok, bon là on a vu la question de la validité et ensuite bah, il y a quand même des choses qui sont importantes quand on lit la publication, c'est la fameuse Ouais, p-value. la fameuse. Voilà, la fameuse. Alors la fameuse p-value, pour donner un peu de contexte, elle se situe dans des analyses statistiques que l'on qualifiera de fréquentistes, c'est-à-dire que toutes les analyses ne portent pas ne sont pas forcément fréquentistes, on peut les avoir bayésiennes, a posteriori, voilà, a priori, a posteriori, ce genre de choses. Je commenterai pas ça parce que je le maîtrise Ouais. moins bien. Et donc, du coup, plutôt J'étais sur le point de te se demander. rapprocher de J'étais quelqu'un. sur le point de te dire Non, ouais, qu'est-ce que non. sont ces termes, mais tu as raison, Hmm. si tu es moins à l'aise Ça, là-dedans. non, ça peut juste signifier que l'on utilise des indices statistiques a priori. C'est-à-dire que je peux avoir, par exemple, j'ai déjà 10 études qui sont sorties sur un sujet. Sur le même sujet ou sensiblement. Ils ont toujours modifié quelques petits trucs, mais globalement, ça porte sur le même sujet. Ils ont tout le temps utilisé des analyses dites fréquentistes du point de vue statistique. Si à un moment j'ai envie de mettre en place des conditions dites bayésiennes dans mon analyse, alors mon avis a priori, qui est compris dans le calcul du Mhm. bayésianisme, tiendra compte de l'ensemble des connaissances produites en Ok. amont. Et donc ça modifie cet indice et donc ça modifie mon calcul. Ok, donc globalement, je le résume Mhm. comme ça. Je me suis déjà amusé à le faire avec des formules relativement simples.
Moi, je trouve que ça change beaucoup les Ah ouais? résultats, mais Ok. bon, qu'importe. Oui, souvent, ça change beaucoup les résultats quand même. Mais qu'importe, c'était juste des tests. Moi, ce sont des anecdotes, pas des Ok. preuves. Donc, plutôt faire confiance aux statisticiens et statisticiennes Ok. sur le sujet. Mais donc, voilà, c'est juste qu'on tient compte des a priori sur les bases de calcul. Et donc, des probabilités de chances que ça soit. Enfin, des probabilités que ça soit vraiment supérieur, pas supérieur, est-ce qu'elles sont importantes, pas importantes. Bref, il y a un ensemble de méthodes qui sont un petit peu Ok. différentes. Mais au sein de la littérature scientifique, le plus commun, ça reste les analyses dites fréquentistes, et donc il y a une utilisation de ce qu'on appelle la p-value, donc la valeur Mhm. p. Cette p-valeur, elle est un peu compliquée à comprendre, elle est un peu particulièrement contre-intuitive, donc je vais essayer de la résumer de la manière suivante. On part, lorsqu'on fait des sciences, d'hypothèses. Ces hypothèses, il y a toujours plusieurs hypothèses qui sont Mhm. formulées. Une première hypothèse que l'on appelle H0, c'est que l'on s'attend par défaut à ne pas observer ou à échouer d'observer des différences entre les conditions. Ok. On part d'un statut où il n'y a pas de différence. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est rejeter cette hypothèse dite nulle. Ok. Et donc j'ai des hypothèses alternatives. Il y en a une qui va me dire, par exemple, que la condition A sera très probablement supérieure à la condition B. Mhm. On attend à ce qu'il y ait des bénéfices. L'hypothèse H1' ou H1B, tu vois, elle va nous dire, ben en fait, mes deux conditions expérimentales sont identiques, par contre, ces deux conditions expérimentales sont supérieures à une condition Ouais. contrôle. Ouais. Tu vois, bref, on peut formuler un ensemble d'hypothèses. Mon but de la p-value, c'est de rejeter l'hypothèse nulle. Ok. Et pour ça, il faut bien comprendre que dans le calcul de la p-value, on part toujours du principe que l'hypothèse nulle est vraie. Ok. On part du principe qu'elle est vraie. Et on va calculer la probabilité que les données que je viens d'observer, après avoir mis en place mon protocole expérimental, sont compatibles ou pas avec l'idée d'une hypothèse nulle. Si ça n'est très faiblement donc typiquement le seuil qu'on fixe c'est Ouais. 0,05. Donc si ma probabilité est inférieure à 0,05, qui est un seuil complètement arbitraire, fixé dans les années 50, Ah ouais. 30, 50 et Ok. un peu. Voilà. Oui, c'est complètement arbitraire. Il n'y a aucune justification mathématique, c'est vraiment Ok. très arbitraire. Euh, J'aurais pu le fixer à Ouais. 0,04, 0,06, Ouais. qu'importe, en vrai. Et donc, quand je fixe ce seuil, si je suis en dessous de ce seuil, c'est-à-dire à une p-value inférieure à 0,05, alors j'aurais tendance à dire que les résultats sont statistiquement significatifs, que je rejette mon hypothèse nulle, sur la base du fait que la probabilité de correspondance ou de compatibilité entre les données que j'observe et l'hypothèse nulle est très Mhm. faible. Si c'est très faible, alors je me permets de ne pas embraser l'hypothèse nulle. Par contre, ça ne me dit rien sur la probabilité que ça soit compatible avec l'hypothèse Ok. alternative. D'accord. Donc ça ne juge que de l'hypothèse nulle et de la compatibilité entre les données observées et l'hypothèse Ok. nulle. Donc je sais que c'est un peu contre-intuitif, qu'on n'a pas envie de l'utiliser comme ça, mais c'est pas la probabilité que l'hypothèse alternative soit Ok. vraie. Et c'est pas non plus la probabilité que l'hypothèse nulle soit vraie. C'est uniquement le fait qu'il y ait compatibilité ou pas en partant du principe que l'hypothèse nulle est Mhm. vraie. Donc ça c'est très contre-intuitif, c'est les probabilités conditionnelles. On n'a pas Ouais. l'habitude, ce qu'on appelle le taux de base. Euh, la probabilité que un chirurgien soit médecin est toujours plus élevée que la probabilité qu'un médecin soit chirurgien. Ah oui, bah oui. Enfin, Est-ce que bah, c'est parce clair que dit comme si, ça? si il est chirurgien, il est d'office médecin. Ouais. Exactement. Mais par contre, s'il est médecin, il n'est pas Ouais, il d'office peut encore se chirurgien. spécialiser dans autre chose, quoi. Ok. Exactement. Il y a plein d'autres options. Bah là, c'est la même chose. Je pars du principe que l'hypothèse nulle est vraie, ça c'est ma condition, et je vérifie cette probabilité à quel point elle est compatible. Ok. Mais ça n'est pas le calcul de quelle est la probabilité que l'hypothèse nulle soit vraie en sachant les données. C'est ce que ça signifie, tu Mhm. vois. En fait, la p-value, c'est quelle est la probabilité que les données soient compatibles, soient vraies, entre guillemets, sachant l'hypothèse Ouais. nulle. Ok. C'est Ouais, ouais. l'inverse, tu vois. Donc du coup, on est un peu embêté parfois. Donc on utilise d'autres outils statistiques pour essayer d'aller en faveur
ou d'essayer d'interpréter correctement les hypothèses alternatives. Et pour ça, on a ce qu'on appelle des intervalles de confiance, on a des tailles Mhm. d'effet. Tu vois, la taille d'effet, c'est le calcul qui permet de quantifier la magnitude des différences entre les conditions. Ok. Ça peut être des pourcentages, ça peut être des D de Cohen, ça peut être des G de Hedge, ça dépend comment je calcule, tout Ok. simplement. Tu vois, typiquement, un D de Cohen, il utilise la moyenne, la différence de moyenne, et on standardise, on normalise, on divise cette différence de moyenne par un ensemble de caractéristiques qui dépendent des écarts-types autour de la moyenne, qui dépendent de la taille de l'échantillon. Ok. Et si je fais un G de Hedge, je fais la même chose, mais j'ai rajouté une correction de biais supplémentaire aux petits échantillons. Voilà, je fais des petites choses comme Ok. ça, tu vois. Donc, une taille d'effet, ça quantifie la magnitude de différence entre des conditions expérimentales, entre des groupes expérimentaux au sein Ok. d'une étude. Donc, par exemple, je sais pas si on prend un exemple pratique, dans une étude, si on compare l'effet d'un traitement A avec un traitement B, la taille d'effet sera la différence. Enfin, par exemple, si le traitement B est bien plus efficace que le traitement A, ça c'est une grande taille d'effet alors. On est On est censé, censé ouais. observer, oui, entre guillemets, une taille d'effet relativement Ok. importante, en sachant que il y a toujours des incertitudes autour de cette taille d'effet et de ce calcul de taille d'effet. Ça, c'est plutôt ce qu'on appelle les intervalles de confiance qui nous donnent ça. Les intervalles de confiance, c'est des bornes inférieures, supérieures, autour de l'estimation de notre effet. Mhm. Et on suppose que si on venait à répliquer 100 fois les mêmes conditions expérimentales, alors la vraie valeur se situerait 95% du temps dans ces Ok. bornes. Ouais. Ok, ça ne veut pas dire que 95% de l'échantillon se situe Mhm. là. Souvent on fait la confusion, mais ça n'a rien à voir avec Ouais. l'échantillon. C'est si je réplique les études un certain nombre de fois, 95% du temps, je suis censé retrouver la vraie estimation dans ces bornes. Ok. Ouais, ouais. D'accord. Donc c'est ça l'idée, quoi. C'est plutôt une question de réplicabilité des études que de taille d'échantillon. Bien que la magnitude ou la largesse, l'étroitesse de de ces intervalles de confiance Ouais. dépendent de la taille de Ok. l'échantillon. Mais ça ne signifie pas que ça représente la taille de l'échantillon pour autant. Ok. Hey, sorry de m'imposer encore une fois, mais c'est simplement pour te dire que tu arrives à la fin de cette première partie. Donc en fait, à partir de maintenant, ben, tu l'auras peut-être compris, on a décidé, sur base de vos retours et aussi de notre bon sens, de se dire que les longs épisodes, donc qui duraient plus qu'une heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie parfois, eh bien on a décidé de les scinder en deux parties. Simplement, ben, ça facilite le parcours des épisodes, parce que quand tu as un épisode de 3 heures et que tu oublies où tu étais, et que tu dois commencer à rechercher où tu étais, etc., ou que Spotify a oublié de notifier ta progression, c'est parfois vachement galère et ça décourage parfois même de continuer d'écouter le podcast. Donc voilà, simplement c'est pour te dire que c'est la fin de cette première partie, mais t'inquiète pas, il y a une deuxième partie qui arrive très très bientôt. Et pour ne pas la louper, eh bien n'hésite pas à venir nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu nous écoutes, ou même sur YouTube si tu veux du format vidéo. Allez, on te remercie pour ton soutien et on te dit à très très vite sur Entendons. Ciao. Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui, quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord
et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas voilà, de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Voilà, je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao, ciao.